Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Alexandra Ringo-Boitman, responsable d'innovation ouverte à la Banque des Territoires et membre de l'équipe de pilotage de ce beau dispositif. Nous sommes ravis cet après-midi de vous accueillir pour cet événement qui aborde les enjeux de la lutte contre les des déserts médicaux, et notamment les solutions côté économie mixte. C'est l'occasion effectivement d'aborder cet enjeu qui n'est pas nouveau, mais qu'on a constaté depuis ces dernières années un aggravement de la situation dans les inégalités territoriales dans l'accès aux soins. Et c'est d'ailleurs cette thématique constitue une des mesures prioritaires du plan stratégique de la Banque des Territoires et on est ravis au Hub d'y contribuer. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, c'est un espace d'échange qui vise à animer et à rassembler l'ensemble des acteurs territoriaux autour de la Banque des Territoires dans notre écosystème. Et on voit très bien que cette thématique reflète particulièrement bien cet enjeu d'animation, de coordination et surtout de partage pour développer et identifier l'ensemble des solutions pertinentes parce que nous savons très bien qu'on ne pouvons pas apporter seuls ces réponses. Et du coup, on est ravis aujourd'hui de parler notamment des solutions qui existent aujourd'hui dans l'économie mixte. Et on sera ravis par la suite, et on espère plutôt vers la fin de l'année, continuer à contribuer avec un cycle plus dédié sur ce sujet. Avant passer la parole à Isabelle, peut-être je vous invite à vous abonner à notre newsletter, à regarder le lien qui est mis sans doute sur le chat par rapport à notre agenda pour regarder nos actualités. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour cet bel événement. Merci beaucoup et bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle séquence au Hub des Territoires. On va pouvoir parler des solutions en matière d'économie mixte pour lutter contre les déserts médicaux. Une séquence qu'on a préparée avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales qui est représentée cet après-midi, notamment par Olivier avec nous et par Siama Kakababey qui conclura la journée, qui est vice-président de la Fédération des EPL. On va pouvoir rapidement rentrer dans le vif du sujet. On a la chance d'avoir de nombreux témoignages aujourd'hui pour partager sur les retours d'expérience d'élus, de directrices et directeurs d'EPL notamment. Donc ça s'annonce un programme opérationnel comme on l'aime souvent quand on parle d'économie mixte. Un grand merci à l'ensemble des participants. Vous êtes plus d'une centaine inscrits aujourd'hui. Chacun des participants recevra le replay de la séquence que je vous invite à partager assez largement. Donc merci à vous de votre participation. Merci à chacun des intervenants qui s'est mobilisé cet après-midi. Pas simplement cet après-midi, parce qu'il y a toute la partie de préparation amont et pour nous c'est précieux. Et puis merci à toutes les équipes, côté Banque des Territoires, Fédération, qui sont mobilisées pour préparer cette initiative. Et un grand merci à toute l'équipe du Hub. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, Chloé, Didier. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, cet atelier, ce temps d'échange sera d'autant plus intéressant et interactif que vous posiez des questions dans le chat. Chloé, Maya, qui est avec nous cet après-midi, posera des questions, relaiera vos interrogations, donc n'hésitez pas à participer. C'est aussi l'intérêt de pouvoir avoir ces temps de questions-réponses pour éclairer les points de vue, apporter des précisions si nécessaire. Donc voilà, soyez actifs de votre côté chat, et puis vous êtes aussi presque une vingtaine en présentiel ici, donc voilà, n'hésitez pas, le micro est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Sans attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. 2 tables rondes qui vont nous occuper cet après-midi. La première qui va être animée par Emmanuel Lacroix, qui est directeur de la santé à la Caisse des dépôts, et je le laisse du coup prendre place et annoncer les intervenants de cette séquence. Bon webinaire et à très vite. Merci Isabelle et bonjour à toutes et tous. Alors je suis ravi d'être là aujourd'hui pour animer cette première table ronde avec 3 intervenants de qualité. On aura tout d'abord Mme Trélez qui est vice-présidente de Senneur Agglo et également présidente de la commission cohésion sociale et vice-présidente d'Intercommunalité de France. La deuxième personne, David Bresson,
qui est délégué aux actions territoriales de l'URPS, Médecins libéraux d'Île-de-France. Et enfin, Bruno Petrescu, qui est manager et sur le montage et modélisation et évaluation de projets à la CET. Donc, une première question peut-être, tout d'abord pour Madame Terlez, que je vais juste un petit peu contextualiser. On a en fait depuis quelques années, notamment depuis 2 ans, une montée en puissance des questions de santé dans les territoires. Cette question de montée en puissance des questions de santé, on la sent particulièrement vive depuis la crise Covid, et les élus locaux sont de plus en plus interpellés sur cette question-là, dans un contexte où ils intervenaient auparavant assez peu, puisqu'en fait, c'est une compétence qui n'est pas au cœur des activités des collectivités locales. Donc, dans ce contexte, et avec donc de plus en plus d'attentes des populations, Intercommunalité de France a réalisé un focus sur 6 EPCI et leurs actions en santé, pour donner un petit peu de lumière, si je puis dire, dans ce paysage de la santé et des collectivités locales. Donc, Mme Terlez, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ce que sont finalement les grands constats de ce focus, et ce que sont finalement les bonnes pratiques que vous conservez après cette réalisation? Excusez-moi. Oui, merci infiniment pour votre invitation et l'opportunité qui m'est donnée du coup de représenter Intercommunalité de France. Donc peut-être il faut rappeler que c'est donc l'association des élus des intercommunalités qui est très représentatif, puisqu'il existe environ 1200 intercommunalités en France et que nous avons environ 1000 adhérents. Donc voilà, c'est une représentation quasi exhaustive. Vous avez raison de dire que c'est peut-être pas une compétence au cœur des compétences historiques de l'intercommunalité, et pour autant aujourd'hui la question n'est plus de savoir si les intercos et les élus des intercos vont sur cette question de la santé. Ils y vont, et la question est plutôt de savoir comment, d'où l'intérêt d'ailleurs de votre événement d'aujourd'hui. Peut-être en préambule, il faut qu'on rappelle que 11% des patients de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant à ce jour. Et plus grave encore, c'est plus de 600 000 patients qui sont en affection longue durée et qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est le sujet numéro 1 en termes de préoccupation des Français. Et je pense que chacun des élus locaux est particulièrement sensible à cette question. Il ne se passe pas une semaine sans qu'en permanence on ne soit sollicité sur ces sujets. La commission cohésion sociale que je préside à Intercommunalité de France est effectivement une commission tout à fait nouvelle, elle est récente. Tant on s'est aperçu qu'il était nécessaire de traiter de ces sujets, d'abord parce que nos intercommunalités s'engagent de plus en plus sur ces questions, et puis parce que à l'aune des grandes transitions, la question évidemment de la démographie, la question de la transition numérique, de la transition écologique, ces questions de santé, voilà, dans le contexte de crise sanitaire que nous avons vécu, nécessitent qu'on prenne tous ces sujets à bras-le-corps et qu'on accompagne nos intercommunalités. Du coup, effectivement, une commission cohésion sociale qui voilà, traite de tous ces sujets, notamment de santé, d'autonomie, mais globalement toute la cohésion sociale et territoriale, et en transversalité avec les autres grandes compétences, puisqu'il y a nécessité à avoir cette cohérence avec nos autres documents de planification ou toutes les politiques sectorielles que nous pouvons mener. Nous avons du coup effectivement mené cette étude, ce focus sur la manière dont nos intercommunalités se saisissaient du sujet de la santé, dont on rappelle que réellement nous pensons qu'il faut qu'elle reste une compétence régalienne de l'État pour des questions d'équité, d'accès, et puis parce que en période de crise, on l'a bien vu, il est nécessaire d'avoir un contrôle, une organisation au plus haut sommet de l'État. Et de cette étude focus qui est consultable, bien sûr, et que je vous encourage à regarder, on a effectivement tiré plusieurs enjeux. Alors, 6 territoires
ont été étudiées avec une répartition géographique, bien sûr, et puis une différence de taille, voilà, pour avoir quelque chose d'assez exhaustif, à la fois des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Et donc, vous voyez là, ces 6 territoires qui ont été étudiés. Et puis, on en a tiré des grands messages. Le premier grand message, enfin le premier point clé dont on s'est aperçu, c'est que le bassin de vie est réellement l'échelle pertinente pour des dynamiques et des coopérations qu'il faut pouvoir mettre en place pour répondre à cet enjeu de désertification médicale. D'abord parce que c'est l'échelon du quotidien des habitants. Voilà. Et quand on mène nos enquêtes, enquêtes grand public auprès des habitants, on s'aperçoit que l'intercommunalité est toujours toujours mieux identifiée par les habitants, et que désormais l'intercommunalité fait partie du paysage institutionnel de nos concitoyens. Et donc, c'est un niveau intéressant pour travailler à ces coopérations. Il s'agit bien sûr il s'agit pas de se substituer à eux, mais nous sommes en capacité finalement de jouer ce rôle de chef d'orchestre, d'ensemblier dont l'intercommunalité à l'habitude, pour permettre d'organiser l'offre de soins. Évidemment, ça concerne les communes qui composent l'intercommunalité, mais également l'ensemble des professionnels de santé, et puis les collectivités supraterritoriales. Un objectif primordial dans cette vision d'ensemble des intercos à l'échelon du bassin de vie, c'est bien sûr le rempart à la concurrence. Si on n'organise pas ça, cette coordination, si on l'organise pas, alors, et je pense que plein de personnes peuvent en témoigner, on va avoir cette concurrence intercommune, et on n'aura pas cette solidarité intercommunale, cette coopération intercommunale qui est nécessaire aujourd'hui pour répondre aux enjeux. Et puis, on a besoin d'une vision globale et intégrée de la santé. Pourquoi ? Parce que la santé, selon la définition de l'OMS, ça n'est pas que le sanitaire. Hein, vous connaissez certainement cette définition par cœur, mais c'est bien sûr cet état de bien-être physique, psychique, etc. Et ce n'est pas constitué seulement par l'absence de maladie. Et donc, on le sait, en matière de santé, on a 20% d'accès aux soins et 80% de prévention et de promotion. Voilà, donc c'est l'amélioration des déterminants de santé. Mais bien sûr, l'offre de soins est nécessaire, elle est absolument indispensable, mais nous devons aussi travailler sur tout le reste, voilà, sur un urbanisme favorable à la santé, sur la prévention par le sport santé, etc. Et les intercommunalités ont cette connaissance des acteurs, cette connaissance des documents de planification qui doit permettre, du coup, en mobilisant nos compétences historiques, de participer à l'amélioration des déterminants de santé. Le deuxième constat très important que nous avons fait grâce à cette étude, c'est que le contrat local de santé est un outil privilégié au service d'une stratégie intercommunale de santé. C'est un cadre qui existe maintenant depuis 14 ans à peu près, qui est bien approprié à l'échelon intercommunal. On en est sur certaines intercommunalités à un contrat local de santé de 2e, voire de 3e génération. C'est une démarche qui permet d'élaborer un diagnostic fin et partagé au sein d'un contrat unique, et qui nous permet de bien connaître l'ensemble de nos acteurs, de créer ces synergies. Et puis, bien sûr, c'est une transmission avec d'autres démarches contractuelles. Je pense en particulier, bien sûr, à nos contrats de relance et de transition écologique sur lesquels on mobilise aussi des financements, et pour lesquels on a plaidé à Intercommunalité de France pour un volet social fort, parce que ça nous paraissait nécessaire, notamment au moment où ça a été élaboré, c'est-à-dire au moment de la crise sanitaire. Et puis les conventions territoriales globales, qui sont des outils de pilotage des cohésions sociales et territoriales à l'échelon intercommunal, proposés par la CAF, par la CNAF, la Caisse nationale, et qui sont déclinés évidemment dans chaque CAF, et à l'échelle du bassin de vie, donc à l'échelle de nos intercommunalités.
Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité, ces contrats locaux de santé, de travailler collectivement sur à la fois ces aspects de prévention et puis sur ces démarches de contractualisation qui permettent de faire résonner ensemble, de faire jouer ensemble tous ces acteurs. Un troisième constat que nous avons pu faire, c'est évidemment l'état actuel de la démographie médicale qui nous oblige à repenser l'attractivité par le cadre de vie. Quasiment toutes les intercommunalités qui s'engagent sur ces questions de santé et notamment de démographie médicale ont pu constater, parce qu'elles ont auditionné les acteurs, parce qu'elles ont rencontré les établissements hospitaliers, parce que évidemment les partenaires institutionnels aussi, l'ARS, la CEPAM, etc. On a pu constater, et puis bien sûr les médecins, l'ordre, les syndicats, on a pu constater que les incitations financières n'étaient pas l'alpha et l'oméga, et que pour avoir des étudiants et puis bien sûr des professionnels de santé qui s'installent sur nos territoires, il fallait travailler sur l'attractivité. Que recherche un médecin nouvellement formé? Il recherche un lieu épanouissant pour lui-même et pour sa famille. Donc une possibilité dans un périmètre soutenable en termes de déplacement, de trouver un emploi pour son conjoint, et puis bien sûr un environnement scolaire, éducatif, social épanouissant aussi pour ses enfants. Donc on a à travailler, nous, sur ces questions d'attractivité du territoire qui croisent là nos compétences historiques. Et donc évidemment, là on parle de mobilité, on parle d'aménagement du territoire, on parle de développement économique et d'emploi, et puis de la cohésion sociale et territoriale qui est très souvent traitée dans nos collectivités. Voilà. Et puis bien sûr, on a pu identifier, parce qu'en général, quand on parle de nos politiques publiques, et même de celles des collectivités supraterritoriales, l'éléphant dans la pièce, c'est la question de la santé et de l'accès aux soins. L'autre éléphant dans la pièce, c'est la question de l'immobilier. Et donc, quand on regarde les enjeux autour de l'immobilier, on s'aperçoit bien sûr qu'il y a la nécessité d'articuler un projet immobilier avec un projet de santé. Tous les élus locaux en ont fait l'expérience. Un projet immobilier sans projet de santé, ça ne fonctionne pas. Et on a finalement dépensé beaucoup d'argent public sans résultat probant et sans véritable efficience. Et donc, il faut d'où l'importance de ce travail d'ensemblier, de cette interconnaissance entre les professionnels de santé et les différents acteurs, de cette volonté que nous avons de créer, d'écrire ensemble un projet de santé pour le territoire, composante intégrante du projet de territoire lui-même. Et les projets de territoire sont chez nous extrêmement importants puisqu'ils donnent notre feuille de route pour le mandat. Et donc, on a vraiment besoin de travailler ce sujet-là et d'avoir des projets de santé qui sont d'ailleurs co-construits complètement avec les acteurs de santé et puis avec les acteurs sociaux et médico-sociaux. Et donc, cette articulation, elle est pertinente à l'échelon de l'intercommunalité. Et d'ailleurs, on a vu, vous verrez dans l'étude qui a été menée, et cette espèce d'étude synoptique de ces 6 territoires, que les projets intercommunaux bénéficient aux communes qui ne peuvent pas investir autant, voilà, en termes de finances publiques. On sait qu'elles sont souvent contraintes. On a davantage de marge de manœuvre, en fait, peut-être à l'intercommunalité, donc on peut porter des investissements. Et que il y a un exemple qui est d'ailleurs très probant, c'est celui de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, qui est présidée par mon collègue Jean-François Soto, qui a mené des projets immobiliers en partenariat public-privé et qui vraiment fait la synthèse entre le diagnostic qui est porté par le bloc local, les habitants, les acteurs, et qui a permis de trouver les voies et les moyens pour un projet immobilier de santé au cœur de la vie des habitants, au cœur d'un quartier qui est dynamique en termes de centralité,
pour aussi rapprocher ces services de la vie de nos habitants. Parce qu'il ne faut pas oublier un aspect essentiel, c'est que la crise sanitaire, mais également le déficit démographique, fait que indéniablement, il existe aujourd'hui un non-recours aux soins qui est très important. Et si on souhaite ne pas voir les déterminants de santé, voir l'espérance de vie, parce que c'est ça, in fine, hein, le risque dans nos territoires, se dégrader, donc déterminants de santé et espérance de vie se dégrader, alors il faut qu'on arrive à faire ces derniers kilomètres et faire en sorte que de nouveau nos habitants, nos concitoyens retrouvent le chemin de l'accès aux soins. D'où l'importance vraiment d'avoir cette articulation entre projet immobilier, projet de santé, et dont on pense que ça se joue sur ce territoire intercommunal qui est le nôtre. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, Merci parfait. Donc, si je résume, une approche de la santé qui est inspirée de l'OMS, avec une approche uniquement, plus large que simplement le soin, mais vraiment comme un état général de bien-être. Un cadre favorable avec les CLS, un diagnostic de santé, un projet de santé de territoire, qui est connecté avec les enjeux d'attractivité du territoire que les collectivités locales portent de manière habituelle. Et puis deux axes principaux, la prévention et la santé environnementale et l'approche immobilière. Donc je vous remercie, c'est extrêmement clair. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou dans le chat qui nous permettraient de rebondir sur ce premier propos avant de passer au second intervenant? Oui, effectivement, on a plusieurs questions. Une première question, comment mettre en place un contrat local de santé lorsqu'il n'y a pas de quartier QPV sur le territoire, et que ce dernier est considéré comme non prioritaire, IDH faible, pour bénéficier de financement pour la mise en œuvre d'actions concrètes? Alors, ça, je peux répondre. Il n'y a pas besoin d'un quartier prioritaire pour contractualiser avec l'ARS pour un contrat local de santé. C'est absolument pas obligatoire. Dans une des premières slides qu'on a passées, il y avait le nombre d'intercommunalités qui portent des contrats locaux de santé. C'est pas du tout obligatoire. Le contrat local de santé, c'est un outil de pilotage. Évidemment qu'il y a des enjeux particuliers sur les quartiers de géographie prioritaire, mais bien sûr, bien au-delà des quartiers de géographie prioritaire. On note d'ailleurs à Intercommunalité de France que pour la plupart des intercommunalités qui portent un contrat de ville, les 2/3 des habitants qui vivent sous le seuil de la pauvreté n'habitent pas le quartier prioritaire. Évidemment, les habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté sont très souvent dans le non-recours aux soins, comme aux droits d'ailleurs, et d'où la nécessité d'ailleurs d'envisager, de construire des politiques d'inclusion plutôt que des politiques d'exception. Et le contrat local de santé, c'est vraiment cette illustration-là. Vous pouvez très tranquillement aller voir votre ARS, peut-être d'abord le directeur départemental ou la directrice départementale. On va se baser sur un diagnostic. Il faut bien sûr réunir les acteurs, mais l'ARS et nous avons eu l'opportunité à Intercommunalité de France de rencontrer le ministre et son cabinet et de lui redire à quel point le contrat local de santé est un outil fabuleux pour réduire les inégalités et les inégalités en particulier en santé. Donc vraiment, vous pouvez y aller même sans quartier prioritaire. Alors merci beaucoup. On va enchaîner avec le deuxième intervenant qui finalement vous lui offrez une transition parfaite parce que l'Union régionale donc des professions de santé, vous avez une gamme d'interventions. Alors en Île-de-France particulièrement puisque vous représentez l'URPS Île-de-France, une gamme d'interventions qui répond partiellement au moins aux questions qui ont été soulevées. Et première chose, peut-être j'ai envie de vous lancer sur le diagnostic. Oui, effectivement. Alors, peut-être un élément de contexte. Aujourd'hui, 87% du territoire français est reconnu par les ARS déficitaires en médecins. Et donc, on n'est pas sur un problème de répartition des professionnels, mais on est bien sur un problème de pénurie globale des médecins. Et dans ce contexte-là, on voit bien, et je rejoins tout à fait ce que disait la première intervenante,
qu'un projet immobilier seul ne peut pas suffire à créer une offre de soins. Il ne suffit pas d'avoir un joli local bien conçu et à un prix tout à fait abordable pour créer une offre de soins et attirer des médecins et des professionnels paramédicaux. Donc, dans ce contexte-là, c'est extrêmement important quand les acteurs locaux, les collectivités, les sociétés d'économie mixte se lancent dans le montage de projets, de partir d'une équipe de projet, d'un noyau de professionnels de santé identifiés pour porter ce projet. Et souvent, c'est ça la question, c'est comment on identifie ce noyau de professionnels de santé. Et donc, dans notre travail quotidien avec l'Agence régionale de santé, donc pour mémoire, hein, les URPS, ce sont des organisations professionnelles qui représentent les professionnels de santé dans chaque région. Donc, vous avez une URPS par profession et par région dans toute la France. L'URPS médecin, on travaille avec l'ARS et on a développé notamment un outil de diagnostic local. Alors, j'aime pas tellement le terme de diagnostic, mais le principe de ce travail, c'est à la fois de faire une photographie statistique de territoire, mais surtout d'aller enquêter auprès des professionnels de santé du territoire, donc d'aller interroger un par un les médecins, les kinés, les infirmiers, les pharmaciens, pour connaître leurs conditions d'exercice et puis surtout pour identifier parmi eux des porteurs de projets. Alors ces porteurs de projets, ça peut être à la fois des professionnels existants qui sont fragilisés. Le cas classique, vous avez un cabinet médical, 5 médecins, mais il y en a 2 qui partent à la retraite. Les 3 restants ne vont pas pouvoir rester avec les charges supportées par 5. Et donc, ils vont avoir besoin de se reconfigurer. Et ça peut être le noyau sur lequel vous appuyez pour constituer une nouvelle offre. Mais ça peut être aussi des professionnels de santé qui sont actuellement isolés, des médecins maîtres de stage, mais qui n'ont pas la capacité, en termes de locaux, d'accueillir leurs remplaçants, leurs stagiaires, et donc de développer une offre, et sur lesquels vous allez vous appuyer pour constituer une nouvelle offre. Et donc, on conduit ces diagnostics locaux avec les collectivités locales, à la demande des collectivités locales, sur une base d'au moins une dizaine de milliers d'habitants. Donc, on en a réalisé pour des communes, on en a réalisé également pour des intercommunalités. Et ces démarches-là vont nous permettre ensuite, avec la collectivité locale, alors ça a aussi une vertu d'acculturation des collectivités locales. On sait que c'est un sujet qui est nouveau pour beaucoup de maires, pour beaucoup d'intercos. Donc ça permet aussi pour nous d'échanger avec les intercommunalités sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans l'émergence de projets. Et une fois que ce diagnostic est réalisé, on a identifié un certain nombre de porteurs et on va pouvoir amorcer des projets nouveaux qui vont consolider les professionnels en place, mais surtout créer des capacités pour accueillir des professionnels nouveaux. Donc, en fait, vous avez une capacité à agir finalement en amont avec ce diagnostic et finalement, vous ouvrez aussi la porte à la solution immobilière et potentiellement à des interventions d'EPL qu'on pourra peut-être aussi traiter juste après. Mais vous avez, sur la typologie des projets accompagnés, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Une photographie à date en Ile-de-France, ce sont des projets portés par des professionnels, par des bailleurs sociaux, des EPL. Alors, on a accompagné avec l'Agence régionale de santé plus de 300 projets en Ile-de-France au cours des 5 à 6 dernières années. Et sur ces 300 projets, il y a plus de 70% des projets qui étaient portés sur le plan immobilier par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les professionnels de santé qui étaient propriétaires des locaux via une SCI notamment. Et donc c'est important, quand une collectivité va travailler avec les professionnels de santé pour faire émerger le projet, d'envisager cette possibilité que les professionnels soient eux-mêmes propriétaires et pas immédiatement que la collectivité porte des locaux ou porte à travers une société d'économie mixte. Pour autant, dans 30% des cas, les professionnels de santé ne souhaitent pas être propriétaires des locaux et dans ce cas-là, ça a tout son sens de travailler soit sur un portage municipal, soit sur un portage avec une société d'économie mixte ou une SPL qui va venir se rendre propriétaire des locaux, les aménager tels que les professionnels de santé les souhaitent, les conçoivent. Et là, c'est extrêmement important de concevoir le projet avec l'équipe professionnelle pour que vraiment ce projet soit adapté à cette équipe. Moi, je dis souvent, c'est un travail de cordonnier. On fait des chaussures et c'est très difficile de faire la chaussure si on ne connaît pas le pied. Si vous faites une chaussure en 39 qui est une ballerine et que se présente un pied qui est un 44 et qui cherche une basket, vous avez manqué votre travail. Et là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez tout à fait imaginer un projet immobilier qui ne corresponde pas à la volonté d'exercice de l'équipe, à la taille de cette équipe. Et donc, c'est important de le concevoir avec l'équipe
que vous allez accompagner. Et donc on intervient, nous URPS, en soutien technique dans cette relation entre une collectivité, une société d'économie mixte et une équipe professionnelle, justement sur la définition des besoins architecturaux, la conception du projet, la mobilisation des soutiens financiers, la conception juridique du projet, comment les professionnels de santé vont se structurer juridiquement en SCI, en SCM, en CISA, le cas échéant, le portage d'un projet de MSP. Rappelons aussi que dans les 300 projets qu'on a accompagnés, moins d'un tiers étaient des maisons de santé pluridisciplinaires au sens reconnu comme tel par l'Agence régionale de santé, ce qui veut dire que la très grande majorité ne sont pas des maisons de santé, hein, et que les professionnels de santé en connaissance de cause, parce qu'on leur explique ce que sont les tenants et aboutissants de ce modèle, choisissent d'aller plutôt vers un cabinet classique que vers une MSP. Donc il faut là aussi respecter les choix d'orientation des professionnels de santé sur cette orientation-là. Alors, concernant les maisons de santé pluriprofessionnelles, la particularité pour les distinguer en fait des cabinets, c'est qu'en fait il y a un projet d'exercice coordonné qui doit être validé par l'ARS, c'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que le choix de se monter en maison de santé pluridisciplinaire, il appartient aux professionnels de santé qui vont définir entre eux en fait des modalités de fonctionnement qui répondent au cahier des charges des maisons de santé de l'ARS, et donc un cahier des charges qui porte sur la composition de l'équipe, le mode de fonctionnement, etc. Donc c'est l'équipe qui va rédiger son projet, le présenter à l'ARS qui le valide, et en contrepartie de ces engagements pris par l'équipe, il y a une participation financière de l'assurance maladie chaque année au fonctionnement de l'équipe. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bresson. On va tout de suite demander s'il y a des questions sur le chat. Oui, effectivement. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous donner le coût global de votre accompagnement? Est-ce qu'il est gratuit? Alors, il y a plusieurs parties à notre accompagnement. Tout l'accompagnement qu'on va réaliser pour le montage de structures d'exercice de groupe, donc le montage juridique, financier, etc., est gratuit aussi bien pour les professionnels de santé que pour les collectivités ou SEM qu'on accompagne. Donc, on ne demande aucune participation financière. On est financé sur ces aspects par les cotisations de nos adhérents et par les fonds de l'ARS. Quand on réalise des diagnostics, c'est le seul élément sur lequel on demande une participation des collectivités locales, et c'est une participation, en fait, le diagnostic est valorisé autour d'une dizaine de milliers d'euros et on en demande un tiers à la collectivité locale, soit à peu près 3 000 euros. Une autre question? Allez, une autre question. Quid des autres URPS en France? Est-ce qu'ils ont des connaissances de démarches similaires, comme vous l'avez exposé? Alors, les URPS, c'est comme les collectivités locales, c'est des organismes qui sont indépendants les uns des autres, et donc ils n'ont pas forcément les mêmes orientations, ils n'ont pas forcément les mêmes choix d'action. Donc, la plupart des outils qu'on a développés en Ile-de-France ne sont pas forcément transposables sur d'autres régions parce que les URPS ne les ont pas développés. Pour autant, je veux dire, la dynamique qu'on a initiée avec ces diagnostics territoriaux, elle est relativement, sur le plan méthodologique, elle est relativement simple à suivre, et une collectivité locale peut tout à fait s'emparer de cette méthodologie. En tout cas, nous, on n'a pas de difficulté à échanger avec des collectivités hors Île-de-France sur ce sujet-là pour expliquer un peu comment on fonctionne, de façon à ce qu'elles s'emparent de ce type d'outils. Est-ce que vous pouvez quel est votre retour d'expérience de votre accompagnement direct ou indirect de l'URPS auprès des EPL en termes d'économie mixte? On travaille de plus en plus avec les sociétés d'économie mixte, les SPL, parce que ce sont des acteurs qui partagent le sens de l'intérêt public et avec lesquels on peut travailler de façon fine sur le montage de chaque projet. Donc aujourd'hui, on conduit quelques projets par an à l'échelle de l'Île-de-France avec différentes EPL. On l'a fait dans l'Essonne, à Massy notamment, mais on le fait aussi en Seine-et-Marne, on l'a fait dans pas mal de départements. C'est un montage qui fonctionne bien. Ça suppose de prendre le projet le plus en amont possible pour que ça fonctionne le mieux possible. C'est très difficile pour nous d'arriver par exemple sur une EPL qui vient nous saisir sur un projet immobilier déjà conçu. Il vaut mieux qu'on soit présent
dès la conception immobilière du projet pour pouvoir justement adapter le projet à une équipe médicale, voire identifier une équipe médicale qui va porter. Mais la plupart des projets qu'on a conçus sont allés à leur terme, ont permis à des structures de se concevoir et de se remplir. Je prends l'exemple de Massy. On a accompagné, vous en parlerez tout à l'heure avec le maire de la commune, on a accompagné le projet de Massy. Aujourd'hui, c'est un projet qui est saturé, où l'équipe a rempli plus de cabinets que ce qu'elle n'imaginait, et où c'est régulièrement des projets où on nous sollicite sur des extensions, voire des projets secondaires pour développer les projets. Alors, merci beaucoup David Bresson. Finalement, encore une fois, la magie opère. Votre dernière phrase opère une transition parfaite pour passer la parole à Bruno Petrescu. Donc sur ce sujet, en fait, justement, des interventions des établissements publics locaux, vous avez réalisé une étude qui a été actualisée récemment d'ailleurs sur l'intervention des EPL dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire qui permet finalement de traduire concrètement les travaux qu'on a pu voir émerger à travers les territoires et les professionnels de santé? Oui, d'abord bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir au Hub des territoires. Donc pour préciser en effet les raisons de l'intervention, mon intervention et celle de l'ACET. Rapidement, l'ACET permet d'accompagner les territoires et depuis un certain nombre d'années, nous avons été amenés à accompagner justement des projets de maisons de santé, de centres de santé, de pôles de santé. Et sur cette base-là, ensuite, on a également été sollicité par la Banque des territoires pour réaliser un guide. Donc un guide des maisons de santé pluridisciplinaires, mais également des centres de santé, avec l'objectif, en fait, c'est de pouvoir faire un retour d'expérience sur ce qui avait déjà été fait au cours des 15 dernières années et sur la base de ce retour d'expérience, pouvoir développer grosso modo une base commune de montage qui peuvent être employés par les collectivités et donc leurs bras armés que sont les EPL, et également de voir quelles sont les bonnes pratiques autant au stade de la création d'une maison de santé, de sa réalisation, et ensuite plus largement aussi dans le cadre de son exploitation. Donc pour reprendre un petit peu le fil de ce qui avait été présenté juste avant par M. Bresson, en effet, les EPL ne sont qu'un élément de la solution. Ils participent en fait à un montage souvent parce que les autres solutions qui sont auxquelles le plus souvent les professionnels ont recours n'ont pas fonctionné. Donc c'est pour ça que les EPL interviennent dans les situations qui sont généralement les plus défavorables, ou en tout cas qui présentent des difficultés certaines. Et pourtant, c'est justement bien là qu'ils sont attendus. C'est sur cet aspect-là que les EPL ont vraiment leur plus-value à intervenir au service donc, de la création de ces maisons de santé. Alors rapidement, pourquoi les EPL font partie de la solution? Tout d'abord, évidemment, c'est d'abord parce que ce sont des fers de lance des collectivités qui sont actionnaires de ces EPL, mais plus largement aussi des fers de lance sur un territoire, ce qui pose aussi et qui rejoint aussi la première intervention et la question en fait du bon niveau, du bon maillage territorial et à quel niveau et quel EPL du niveau intercommunal, du niveau départemental ou du niveau régional intervient, et avec la nécessité qui remonte en effet aujourd'hui d'une meilleure coordination, en effet, tant au niveau des collectivités, mais aussi de savoir quels outils et à quel niveau en fait les solliciter, avec là aussi une grande variété en fait sur l'ensemble des territoires, qui ne veut pas dire que justement il y a une solution unique qu'il faudrait dupliquer à toutes les régions, à tous les départements ou à toutes les intercos, mais en revanche la nécessité est bien de se coordonner pour éviter cette concurrence dont on parle régulièrement entre les territoires, qui en fait est préjudiciable à tout le monde. Ensuite, comme le disait, le deuxième raison pourquoi les EPL interviennent,
outre le fait d'être le fer de lance des collectivités et d'intervenir quand celles-ci les sollicitent, c'est aussi parce qu'ils interviennent dans le contexte de la carence de l'initiative privée. Alors une carence d'initiative privée, ça ne veut pas dire qu'ils interviennent à blanc sans avoir avant ça un pôle de médecins, de paramédicaux qui sont intéressés à se regrouper, parce que comme il a été bien précisé, notamment par M. Bresson, un projet purement immobilier, sans réfléchir à avoir dès le départ, en fait, ne serait-ce que quelques médecins ou paramédicaux associés, a toutes les chances de terminer par des espaces vides et une très forte vacance ou une période de montée en puissance vraiment très longue. Donc en effet, le projet de santé est bien l'élément principal auquel les EPL doivent participer à la construction. L'autre élément aussi qui est intéressant en fait, à l'intervention des entreprises publiques locales, c'est qu'elles se trouvent souvent à la croisée des politiques publiques. Et comme il a été dit lors de la première intervention, la santé, c'est aujourd'hui certes une amélioration de l'accès aux soins pour le permettre en effet de résorber ou de, en tout cas, atténuer les déserts médicaux en France, sachant que un Français sur 8 habite un désert médical. Mais c'est évidemment de se dire que la santé, c'est comme vous l'avez rappelé, Madame Terlez, c'est aussi participer en fait du maintien d'un état complet de bien-être, à la fois physique, mental, social, et qui ne se résume pas justement à simplement l'absence de maladie ou pas d'infirmité. Donc l'avantage des EPL, c'est qu'ils ont aussi cette connaissance d'un territoire, connaissance des enjeux, connaissance des acteurs, qui permettent tout de suite d'intégrer ces maisons de santé, ces centres de santé, dans une vision plus globale de la santé, qui va participer de l'attractivité d'un territoire. Comme vous le disiez tout à l'heure, justement, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des médecins qui s'installent sur un territoire, il faut que, grosso modo, ce territoire déjà respire le bien-être. Puisque le médecin qui a en fait le choix de s'installer va préférer un endroit où en effet ses enfants vont être bien accueillis, où il va avoir des infrastructures sportives, culturelles, des choses comme ça. Donc c'est un paradoxe, en effet, que pour améliorer l'accès aux soins, il faut avoir des territoires qui sont déjà avec un certain bien-être pour les médecins. Mais l'autre avantage à côté de ça, c'est que les compétences sur lesquelles les EPL sont attendues, c'est également des compétences qu'ils ont et des expertises qu'ils ont d'ores et déjà, notamment en matière immobilière. Donc là-dessus, c'est également un avantage pour eux de pouvoir se lancer dans ce projet-là, évidemment avec aussi des capacités d'échanger avec d'autres EPL d'autres territoires, et notamment à travers la fédération qui participe de ces échanges, avec là aussi l'idée qu'à l'avenir, ces échanges vont être plus soutenus, permettant évidemment l'amélioration de cette coordination. Et pour terminer sur les avantages en fait, du recours à un EPL dans ces situations-là, l'EPL aussi a comment dire, une capacité à garder cette réalité de la nécessité d'une soutenabilité économique d'un projet, avec également aussi des objectifs qui ne sont pas une rentabilité d'un opérateur privé ou d'acteurs privés qui, eux, voilà, ont juste cet objectif-là, et l'EPL intervient bien dans une logique de poursuite de l'intérêt général. Donc voilà, on peut terminer là-dessus et puis prendre les questions. Très bien, donc si je résume, capacité des EPL à intervenir en fait au croisement des enjeux portés par les collectivités locales dans les territoires, avec une rentabilité réelle, mais plus limitée qu'un opérateur privé classique, et puis surtout un projet porté par la collectivité locale et des professionnels de santé. On est bien sur un projet qui conforte la présence sur un territoire et pas un projet qui va amener des professionnels par uniquement de l'immobilier. Est-ce qu'on a le temps pour une question ? Une seule. Oh là là, je vais choisir difficilement alors. Quels sont les enseignements que vous avez retenus de l'actualisation de ce guide? Quelles sont les évolutions observées? Même si 2019-2022 c'est court, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses entre ces 2 années. Voilà. Alors ce qu'on a pu observer, c'est vraiment que finalement les interventions
pour reprendre l'image du cordonnier, sont du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas la réplication d'un modèle qui peut être fait tel quel. En fait, en réalité, ne serait-ce que par l'ensemble des acteurs impliqués dans ces projets-là, qu'il y a une nécessité en fait de faire du sur-mesure. Et ce sur-mesure, il implique également du sur-mesure au regard du montage qui va être utilisé. On n'a pas le temps de développer, mais je pense que dans la prochaine table ronde, ce sera le cas. Mais les montages juridiques sont également extrêmement variés. On peut aller juste du portage qui est de la commande publique avec la collectivité qui va construire et louer ensuite. Mais on a aussi des montages où on va avoir évidemment une construction qui va être vendue ensuite aux médecins, par exemple, en vente à l'état futur d'achèvement, ou des montages mixtes avec à la fois de la location, de la vente. Donc il y a vraiment une grande variété d'opérations, et c'est ce qui est ressorti encore plus de ces 3 dernières années, avec évidemment aussi une accélération et une montée en puissance très très forte du nombre de maisons de santé, de centres de santé qui ont été créés. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je remercie les 3 intervenants et je passe la parole à Isabelle Bonaujoin pour la 2e table ronde avec 1 minute de retard. Voilà. À peine, bravo sur le timing. J'appelle pour me rejoindre sur cette 2e table ronde où on va rentrer finalement dans les projets sur mesure qui étaient évoqués, donner à voir sur les différents montages possibles et les retours d'expérience. Et j'ai le plaisir pour pouvoir témoigner sur ces retours d'expérience, d'avoir à mes côtés Monsieur le maire de Massy, Laurence Noyer qui est la directrice générale de la CELI, et Pierre-Charles Decoster qui est le directeur général de la SEM-CODAM. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec vous, Monsieur le maire, si vous en êtes d'accord. Vous êtes donc maire de Massy, vice-président en charge des finances et de l'efficacité des politiques publiques du Conseil départemental de l'Essonne, et m'a-t-on dit aussi président de la commission stratégique de la Société du Grand Paris. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, quelles étaient les problématiques de santé auxquelles vous avez été confrontés, ou vous êtes encore confrontés sur Massy, et finalement, quelle est la stratégie que vous avez adoptée? Le truc qui est terrible, bonjour à toutes et à tous, le truc qui est terrible quand on a écouté la première table ronde, c'est qu'on se dit qu'ils ont tout dit et qu'on n'a plus grand-chose à dire. La problématique à Massy, elle n'est pas spécifiquement massicoise évidemment, hein, elle est francilienne et même nationale. Hein. C'est les mêmes chiffres qu'ailleurs et Monsieur Bresson les raconterait beaucoup mieux que moi. C'est le nombre de médecins insuffisants, des médecins qui vieillissent et donc des gens qui ont plus de capacité à trouver un médecin. C'est des temps d'attente qui se font plus longs. Enfin voilà, une question tout à fait classique et qui concerne quand même une grande diversité de professions médicales. C'est-à-dire qu'on a souvent le sujet des généralistes, qui évidemment a des sujets, mais en fait, il y a quand même beaucoup de professions médicales, d'ailleurs même de professions de santé au sens large, pas strictement de médecins, sur lesquels il y a des manques. Donc la question, c'est de savoir comment on essaye de faire qu'il y ait des médecins à proximité. Et en termes d'approche, je pense que l'approche, elle est d'abord à l'écoute et d'abord pragmatique. Je crois que ça a été là aussi largement dit. Il y a 2 choses essentielles dans un projet de maison médicale. Il y a un sujet immobilier évidemment, mais il y a un capital immatériel qui est le groupe de médecins et des gens qui ont envie de travailler ensemble. Ce sujet-là, ce capital immatériel, il est vachement plus important que le reste. Et donc, il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on s'adapte aux solutions. Il y a des médecins qui ont envie d'être locataires, des médecins qui ont envie d'être propriétaires. Il y a des médecins qui ont envie d'être en maison de santé, d'autres qui n'ont pas envie. Le sujet, c'est d'accompagner un groupe de médecins qui est par ailleurs une profession assez chahutée, de les accompagner pour que eux soient contents. Enfin, c'est un peu basique hein, ce que je dis, mais il y a un moment, on est à l'écoute du client, si j'ose dire, qui sont les groupes de médecins. Il faut essayer de les accompagner avec, en plus un truc, c'est que c'est quand même pas leur cœur de métier. C'est-à-dire que leur cœur de métier, c'est de soigner les gens, c'est pas complètement le projet immobilier. Donc le côté d'accompagner, de rassurer les professionnels de santé, c'est essentiel. Et là-dessus, typiquement, le partenariat, j'entendais à la fin de la table précédente, le partenariat avec une structure comme l'URPS et des professionnels type une entreprise publique locale, ça marche bien.
ça se complète bien. Il faut les deux, et ça permet de monter le projet. Mais justement, du coup, vous le dites, avoir été à l'écoute, ça vous a amené à choisir la solution économie mixte sur Massy? Il y a plusieurs projets. Le premier projet qu'on a monté, celui dont David Bresson parlait, c'est un groupe de médecins qui viennent nous voir. Ils sont locataires en centre-ville, le bailleur les fiche dehors et ils ne savent pas quoi faire. Et là, on essaye de réagir vite. Alors évidemment, ça tombe bien. À ce moment-là, on a la ville a récupéré un local dont la taille correspond à peu près. On a un opérateur qui est la SEM, dont la ville est l'actionnaire principal, qui a par ailleurs créé une foncière parce que c'est pas la SEM en direct. Et donc on peut avoir une réaction très rapide où il y a en plus un sujet concret tout de suite, c'est-à-dire que dans ce côté rassuré qui me paraît très important, c'est qu'on a des médecins qui sont un peu en mode panique, on comprend. Des médecins, certains sont là depuis longtemps, et à qui on montre un local et à qui on peut travailler avec un sujet très concret. Donc après, c'est un cheminement qu'on a mené là, je pense, exceptionnellement vite. On a eu une série de coups de bol, mais où on peut racheter les murs, faire les travaux, monter, là, toujours en bon partenariat, URPS, Paris Sud Aménagement, monter les demandes de subvention et avoir une installation. En gros, entre le moment où ils viennent me voir en disant on a un problème et le moment où ils rentrent dedans, il y a quoi, un peu plus de 2 ans et demi, entre 2 ans et 2 ans et demi. Un truc, voilà. Donc, qui est quand même, je pense, exceptionnellement rapide, aussi parce qu'on a eu un coup de chance. Et pour donner 3-4 chiffres, on est sur un investissement entre murs et travaux qui est à un gros 1,3 million, entre 1,3 million et 1,5 million, et un gros tiers de subventions qui sont faits. Ça a été évoqué tout à l'heure, je pense que c'est important dans les logiques qui permettent à une entreprise publique locale d'intervenir là-dessus. C'est cette espèce de frange un peu particulière où il faut à la fois un projet qui vole économiquement, on n'est pas dans un projet de subvention publique, et avec une rentabilité qui soit strictement mesurée et aux conditions du marché, voire un petit peu en dessous, pour pouvoir être accessible aux subventions. Et là, on a un truc qui ne marcherait pas, ou en tout cas pas de manière aussi rapide et pas avec une telle prise de risque avec un opérateur privé. Et puis le choix des montages aussi qui peuvent être faits, qui permet d'optimiser la capacité à pouvoir percevoir des subventions, ce qui est important parce que derrière, ça permet de diminuer les loyers pour les professionnels de santé. Il n'y a pas de mystère. Quand je dis il y a un tiers de subvention, avec une bonne règle de 3, en gros, ça diminue d'un tiers le loyer. Enfin, c'est assez substantiel. Donc évidemment, la question du montage, elle est essentielle. Après, c'est un montage simple. C'est un investissement immobilier, des travaux, un loyer. Enfin, c'est pas un truc hyper compliqué, mais c'est important ça, avec, et ça c'est très important, un groupe de médecins constitué en personnalité morale unique. Ça c'est indispensable, c'est une CISA en l'occurrence, mais bon, en tout cas une personnalité morale unique, parce que si on n'a pas le groupe, ça... Mais sur d'autres projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, il y a des cas où les médecins ont davantage l'intention d'être propriétaire. Là, le rôle de l'entreprise publique locale, il est évidemment beaucoup moins fort. Ils ne vont pas être un porteur immobilier. Simplement, on peut être dans des zones d'aménagement portées et on va aider à faire le lien avec un pied d'immeuble de promoteur, à caler le truc, à donner les conseils. Donc, c'est plutôt un accompagnement light, mais il faut être à l'écoute. S'il y a des médecins qui ont envie d'être propriétaires, il faut qu'ils le soient. S'il y a des médecins qui ont envie d'être locataires, il faut qu'ils le soient. Donc la capacité de la SEM finalement à proposer des solutions, quel que soit le montage, du plus léger avec de la mise en relation et finalement de faire ce rôle d'être à l'écoute et du coup de mettre en relation pour trouver des solutions sur la ville de Massy et puis des portages plus lourds. Vous l'avez dit, ce qui est très aidant certainement, c'est d'avoir une SEM qui était déjà en fonction avec des compétences, la création d'une filiale patrimoniale qui permet, dans le cas des montages les plus lourds, entre guillemets, d'être rapidement opérationnel. Si vous deviez partager votre retour d'expérience de la SEM, qu'est-ce qui a été très efficace, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et puis surtout, si vous aviez un message à passer à d'autres collectivités,
quel serait-il? Ce qui était très efficace, mais c'est ce que vous avez dit, c'est d'abord qu'elle préexiste, parce que c'est sûr qu'il faut monter aussi, il faut choisir quelqu'un. C'est un opérateur qui intervient en compte propre. Là, on n'est pas en concession d'aménagement. S'il faut être une concession d'aménagement, faire une mise en concurrence, enfin, on est parti pour la gloire. Donc c'est forcément un investisseur qui intervient en compte propre. Donc il y a une relation de confiance qui est évidemment indispensable. Après, j'ai cité cette question de l'équilibre entre, malgré tout, un opérateur qui est un acteur privé, malgré tout, enfin, entre les deux, mais qui a les fonctionnements du monde privé, donc qui a l'efficacité, la capacité à faire et qui est capable d'accepter des rentabilités, un peu plus faibles. Je pense que ça rentre, alors là je vais sortir un tout petit peu du sujet médical, mais je pense que ça rentre dans une question que se posent à peu près toutes les communes, enfin je le vois partout, c'est la question de la maîtrise des murs des activités commerciales et de services. Je pense qu'on est de plus en plus de collectivités à se dire que c'est d'intérêt public que d'avoir une maîtrise des murs des commerces. Là, je sors du sujet médical 2 secondes, mais je vais pas dire, je suis fils de 2 médecins en plus, donc je vais pas dire que la médecine est un commerce comme un autre, parce que mes parents vont me maudire outre-temps. Mais en tout cas, cette idée qu'il y a un intérêt public à ces activités, quand bien même elles sont libérales, je pense que c'est quelque chose qui est largement partagé. Et la maîtrise immobilière, qui reste une question économique, mais qui en même temps ne doit pas être livré purement à des intérêts privés, c'est essentiel. Juste à côté de la maison de santé qu'on a montée à Massy, on a une très grosse opération de restructuration où en fait la collectivité va dépenser des dizaines de millions d'euros, et je dis bien des dizaines de millions d'euros, pour en gros corriger les dysfonctionnements de copropriété commerciale, si on appelle les choses par leur nom. Donc, je pense que la maîtrise publique des murs des commerces et services, c'est un sujet majeur pour toutes les EPL. Ouais. Et c'est d'autant plus, je me permets de rebondir sur la première table ronde où il était dit que les EPL intervenaient notamment en territoire détendu pour apporter des solutions là où il n'y avait pas des opérateurs privés, mais c'est l'autre levier de mobilisation de l'économie mixte, c'est au contraire aussi leur capacité à apporter des solutions dans un territoire tendu pour que justement les politiques publiques puissent se mettre en œuvre avec une volonté de maîtriser, et notamment ça marche sur la problématique des commerces, mais plus largement comment on renforce l'attractivité d'un territoire. Et pour ça, il y a besoin d'outils forts qui aident la collectivité à trouver des solutions. Enfin, moi, je suis un inconditionnel du sujet. Je pense qu'il y a un champ important qui clairement doit être dans le domaine de l'économique et pas dans le domaine uniquement de l'action publique classique, parce qu'il y a des rentabilités, etc., et que sinon on gère pas bien, parce qu'on n'est pas bon là-dessus. Donc il faut qu'on ait des acteurs qui soient capables de faire ça en direct, mais pour des sujets qui sont des sujets d'intérêt public et vraiment, enfin, aujourd'hui, pour le dire un peu crûment, un commerce dont les murs se vendent à Massy, je préempte. Je réfléchis éventuellement, mais en fait je préempte d'abord, je réfléchis après. Enfin, je le dis comme ça. Non, parce qu'évidemment il y a une stratégie derrière, et d'ailleurs sinon les préemptions seraient pas très solides. Donc il y a une stratégie, il y a une volonté de faire, et il y a des exceptions. Mais l'idée de se dire que c'est un tel enjeu d'intérêt public que de gérer le réinvestissement sur le commerce, la diversité commerciale, l'animation du secteur voilà, alors il y a un peu 3 niveaux. Il y a le pire du pire, c'est la copropriété commerciale. Alors ça, déjà, les copropriétés d'habitation, tout le monde sait que c'est compliqué à vivre. Mais alors la copropriété commerciale, c'est un cauchemar, ça marche jamais. Un petit peu au-dessus, il y a l'investisseur commercial avec un propriétaire unique. C'est déjà un peu mieux. Mais moi, je suis convaincu que dans ces secteurs-là, il faut qu'il y ait une part de la puissance publique, mixte, pourquoi pas, mais une part de la puissance publique qui soit dans la maîtrise des commerces, sinon on n'y est pas. Bon, en tout cas, nous partageons à la Banque des Territoires cette position, et c'est vrai qu'on accompagne beaucoup le développement des foncières de redynamisation, qui ont notamment cette fonction de renforcer l'attractivité des centralités. Peut-être Maya, parce que le temps file trop rapidement, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, alors peut-être une remarque qui fait écho à ce que vous avez dit il y a quelques minutes, et sur laquelle vous souhaitez peut-être rebondir. En regard de l'option économie mixte, on peut observer
observé et déploré les difficultés des praticiens libéraux à envisager de concevoir un projet de santé conjoint avec des praticiens préférant un régime salarié. Alors, non, c'est une question. La question des médecins salariés est une question pas simple. Évidemment, moi je reçois, alors là vraiment, je parle plus comme maire que comme président de PL, c'est évidemment une interpellation qu'on a et des exemples. Je vois pas tant d'exemples ça qui prospèrent, donc ce qui me laisse un petit peu prudent quand même là-dessus. Il y a sans doute de ma part, là encore, on a un historique. J'ai dit que j'étais fils de 2 médecins libéraux. Je pense qu'il y a un truc où j'ai un bout de réticence. Il y a un côté identitaire dans la médecine libérale. Bon, pour autant, il faut essayer de ne pas être borné et puis les choses, elles peuvent évoluer. Le système de montage de maisons de santé vraiment avec des médecins salariés, moi je pense que c'est des choses qui doivent se regarder. J'ai une question que je me pose sur les opérateurs là-dessus. C'est une question que je regarde. Honnêtement, les médecins salariés en direct par une mairie, je sais que ça existe, je le sens moyen quand même. Je pense que c'est des trucs qui sont... Voilà, on est loin du cœur. En revanche, pouvoir avoir des opérateurs qui vraiment fonctionnent là-dessus, avec de la contractualisation, pourquoi pas. Après, dans le même bâtiment, enfin dans le même système, un truc mixte, alors là c'est plutôt à David Bresson qu'il faut poser la question qu'à moi, mais avoir dans le même système, dans le même ensemble immobilier, un truc mixte où il y aurait des libéraux et des salariés, là je pense quand même que, comment dire, faut être joueur quoi. Il y en a qui ont essayé, à mon avis ils ont eu des problèmes. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne puisque le timing est serré. Donc, si on veut rester dans cette dynamique, et on va quitter l'Île-de-France temporairement pour mieux y revenir tout à l'heure peut-être. Mais en l'occurrence, je vous propose d'aller du côté de Limoges, du Limousin. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Noyer, qui est directrice générale de la CELI. Peut-être d'abord, Laurence, quelques mots de la CELI. Oui, tout à fait. Alors la CELI, c'est une SEM qui historiquement travaille dans le domaine de l'aménagement, qui a pris un virage dans les années 2007-2008, puisqu'elle portait un patrimoine immobilier de logements sociaux qu'elle a vendu, et à partir de là a pu dégager des fonds propres, ce qui lui a permis à ce moment-là, effectivement, de se positionner sur des opérations immobilières en propre, ce qui l'a amené donc petit à petit à intervenir aussi sur des maisons de santé, pôles de santé, on va y revenir, et qui depuis effectivement 2013-2014 est sollicité activement par des élus, mais aussi par des médecins sur cette thématique de maisons de santé. Le territoire du Limousin, c'est Limoges et aussi des territoires ruraux. Et donc, on ne va pas intervenir de la même manière, effectivement, si on est à Limoges ou si on est dans un territoire un peu plus reculé. Et là, effectivement, je rejoins Madame Terlès tout à l'heure qui parlait du besoin en maison de santé, en accompagnement de professionnels, mais aussi du point de vue de la CELI, qui va regarder le risque qu'elle prend. Vous parliez de risque tout à l'heure, il faut qu'on ait quand même un modèle économique qui fonctionne. Donc, quel est le risque que l'on prend quant à la capacité ensuite pour la CELI d'avoir bien en face des médecins qui vont rester, puisqu'on a entendu dans différents échanges qu'on a pu avoir avec certaines personnes la volonté de ne pas s'engager, notamment dans des baux ou dans des structures ad hoc, parce qu'elles voulaient pouvoir éventuellement aller d'un territoire à un autre pour suivre leur conjoint. Donc ça, c'est une réalité. Donc nous, on est bien obligés aussi de mesurer ce risque en amont. Donc effectivement, donc ce passage de l'aménagement qu'on continue de faire, mais avec du portage immobilier aujourd'hui. Juste un mot aussi pour rappeler que la ville de Limoges actuellement est notre actionnaire principal avec la communauté urbaine Limoges Métropole, mais nous avons aussi les régions, la région Nouvelle-Aquitaine et les 3 départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne. Donc ça montre un petit peu la diversité du territoire. Je crois que ce schéma résume assez bien tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a effectivement une demande qui est formulée au départ. C'est la collectivité, c'est les professionnels de santé ou c'est la CELI elle-même qui va se positionner sur ce projet. Et tout ça, c'est important de bien le mesurer.
parce qu'on ne va pas du tout pouvoir travailler de la même manière. C'est-à-dire quand on a un élu qui nous dit « il me faut absolument une maison de santé sur mon territoire », d'abord on va dire « est-ce qu'on parle de maison de santé ? Est-ce qu'on parle de pôle de santé ? Ou maison médicale ?» C'est pas tout à fait la même chose, ça s'organise pas de la même manière. Le programme, pour reprendre aussi les propos de M. Bresson, c'est la ballerine ou la basket, on ne parle pas du tout de la même chose. Et c'est important évidemment de savoir comment on va pouvoir travailler avec les professionnels de santé pour connaître leurs objectifs et les moyens qu'ils veulent éventuellement mettre en commun. Parce qu'on a des médecins qui veulent être totalement indépendants, vous le rappeliez tout à fait, ils veulent être propriétaires, il y en a d'autres qui veulent être uniquement locataires. Et tout ça a son incidence, bien évidemment, a des incidences bien évidemment donc sur le programme, le montage, mais aussi le financement. Parce que nous, en tant qu'opérateurs, on ne va pas pouvoir mobiliser les mêmes financements de l'État, de la région, des collectivités locales de manière générale. Et donc, ça a systématiquement une incidence sur le prix de loyer, enfin le montant du loyer qui va sortir in fine. On parlait à un moment donné de concurrence aussi dans les territoires. Et effectivement, il faut réussir aussi dans l'intérêt général, parce que là encore, je le rappelle, bien évidemment, la SEM intervient dans l'intérêt général, avec des équilibres économiques qui sont modérés, réels, mais pas non plus ceux attendus par des privés. Il faut quand même qu'on soit sur des prix de loyer qui soient cohérents avec le marché, mais aussi qui permettent de nous assurer le paiement par nos futurs preneurs de baux. Donc, c'est vraiment important d'avoir tout ce travail amont et puis, effectivement, de savoir si on est sur une maison de santé qui va amener à plus aller sur la patientèle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que c'est une volonté de la part des médecins de se fédérer et de travailler en commun, de mettre des moyens. Ils ont vraiment des objectifs et des moyens communs. Donc, mais cela étant, pour que ce soit labellisé maison de santé pluriprofessionnelle, il faut respecter plusieurs engagements. Il faut qu'il y ait au moins 2 médecins, il faut qu'il y ait une autre ou 2 autres professionnels de santé, il faut qu'il y ait une permanence dans les soins, il faut assurer de la formation pour des jeunes médecins. On voit dans certains cas où on nous demande même de réaliser des studios pour permettre à de jeunes médecins de venir dans ces maisons de santé et de continuer à se former auprès des médecins. Donc c'est encore autre chose. Alors qu'une maison médicale, la maison médicale, quelque part, ce sont des locaux tertiaires où on va aller travailler et faire en sorte quand même qu'il y ait peut-être des espaces communs, mais ça ne répond pas tout à fait aux mêmes objectifs, partage de structure. Voilà. Donc la CELI, effectivement, à partir de là, elle définit son programme qui va être très variable, c'est-à-dire qu'on va avoir dans certains cas, des médecins qui veulent être propriétaires de leurs locaux et avoir totalement leur indépendance quant à l'arrivée des fluides, par exemple. Donc, alors que quand on va tout mutualiser, on va avoir une opération où les coûts ne seront pas les mêmes parce qu'on ne va pas avoir cette même individualisation. Et puis, il va falloir définir des locaux communs. Donc, le programme va avoir toute son importance dès le départ. Le montage, on l'a évoqué. Nous, en fonction du risque, en fonction du programme, on va voir si on est sur une opération propre et totalement propre de la CELI, où on va mettre des fonds et on va mesurer du risque, mais on va assurer notre rentabilité. Soit on va travailler plutôt avec les élus et aller sur des concessions de travaux. On a rencontré ce cas où là, on va pouvoir définir des risques, limiter les risques, mais on a un partage de risques, quelque part, qui se fait. Et puis, on a d'autres opérations où là, en revanche, on a été sur un mixte de VFA, parce que des médecins étaient tout à fait prêts à acquérir dès le départ leurs locaux. Mais d'autres jeunes médecins ne se sentaient pas prêts. Et donc là, on s'est mis plutôt à leur proposer des BFA. Donc on a cette copropriété qui a été faite entre VFA et BFA, avec, dans le cadre des BFA,
des options d'achat à 12 ans. Et juste pour information, aujourd'hui, on a pratiquement tout vendu, c'est-à-dire que même les professionnels de santé qui avaient pris à bail au départ, aujourd'hui nous demandent, parce que ça y est, ils ont trouvé leur rythme, ils se sentent bien et ils veulent continuer, donc ils nous demandent d'acheter leurs locaux. Donc c'est très bien, parce que nous, c'est la sortie tout à fait logique d'une opération comme celle-ci, et ça va bien fonctionner. Voilà. Je crois que vous avez exemples. voilà, presque une petite dizaine finalement de retours d'expérience. Oui, c'est ça. Alors, des projets qui sont déjà réalisés, livrés. Et puis, on a de nouveaux projets qui sont en cours. Donc, on a la maison de santé pluridisciplinaire de Rochechouart. Donc là, on est vraiment dans une MSP. C'était pas gagné au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment le travail avec les médecins qui a fait que petit à petit, ils se sont fédérés. Et ils ont vu l'intérêt à créer une CISA et avoir une seule structure qui soit notre interlocuteur. Et tout le bâtiment a été conçu avec eux sous la forme d'une MSP. Pardon. Le pôle santé Beaublanc, à Limoges, en revanche, là, ce sont des médecins qui sont venus nous voir en disant, voilà, on est un petit peu éloignés les uns des autres, on se connaît bien, c'est un peu, et on aimerait pouvoir travailler tous ensemble, mais chacun chez soi. Ce qu'on veut, c'est juste une salle de réunion en commun. Et vraiment sans intention au départ de trouver d'autres types de mutualisation. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont constitués en CISA, eux aussi. Mais en revanche, on est là sur typiquement l'opération que j'évoquais, des BFA dont on sort actuellement. Et on est en train de travailler sur le PSB2, parce que ça fonctionne bien et ils ont besoin de s'étendre. Et donc, ils nous demandent de travailler sur un autre programme juste à proximité immédiate, juste de l'autre côté de la route. Voilà. Le pôle de service de la Batide, alors c'est dans le cadre d'une concession d'aménagement où ont été identifiés des locaux et où on a travaillé sur une maison de santé qui a été réalisée dans le cadre de l'opération d'aménagement, donc en lien avec la ville de Limoges qui portait cette opération. Donc encore un cas de figure, encore un montage totalement différent. Le pôle de santé de Saint-Laurent, alors là en revanche, c'était une demande des élus, mais pas forcément des médecins. Et donc, il a fallu quand même travailler en amont beaucoup, et le projet a avancé, mais avec toujours des allers-retours, parce que les médecins, oui, d'accord, on y va. Non, en fait, on n'y va plus. Et c'est ce qui a été relativement compliqué. C'est une opération qui est relativement risquée pour la CELI, puisque aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure, il faut avoir un seul bail avec une CISA, et c'est très bien. Là, en revanche, on a des baux avec chaque médecin, chaque groupe de kinés, voilà. Donc là, on prend davantage de risques. Mais bon, dans le cadre de cette opération qui avait vraiment un intérêt pour le territoire, on y allait. Et ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Voilà. Et c'est vraiment la force de la CELI qui, du coup, il y a une pluralité de demandes et de donneurs d'ordre, mais du coup, votre capacité à pouvoir proposer des solutions adaptées dans chacun des cas, et effectivement, c'est ça qui fait que le succès est au rendez-vous. Si vous deviez conseiller d'autres EPL qui n'ont pas encore, se sont pas encore positionnés pour accompagner des projets de santé, vous diriez quoi ? En synthèse de tout ce qui a été dit, effectivement, il faut évaluer le besoin sur le territoire, pas seulement ça, il faut aussi regarder tout ce que ça signifie, comment on va vouloir accueillir les médecins, et faire en sorte qu'effectivement aussi on fasse attention à la concurrence. On parlait tout à l'heure de concurrence, je crois que c'est un point important, il faut faire attention à bien trouver l'équilibre sur l'ensemble du territoire,
et donc discuter beaucoup avec les élus, voir quelle part de risque on peut prendre pour faire ces opérations-là. Et puis bien évidemment la discussion avec les médecins enfin je dis médecins, professionnels de santé plus largement, savoir dans quel schéma ils veulent s'inscrire, sachant qu'ils évoluent beaucoup. Hein. On en a qui, au départ, étaient totalement indépendants, je le disais notamment sur le pôle santé Beaublanc, et qui ont maintenant, en fait, sont quand même structurés en CISA. Voilà, donc ils ont quand même des financements aussi dans le cadre de leur fonctionnement. Ce que j'entends, et la réticence à aller parfois sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, j'ai eu ce discours dans certains échanges, c'est la volonté de rester vraiment une profession libérale et de ne pas se sentir petit à petit contrôlée. Et c'est le sentiment qui leur est donné au travers de tout ce qui est imposé dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles, avec des évaluations annuelles, avec des rendus qui se font. Et voilà, c'est un petit peu ce point-là. Pour autant, quand c'est mis en place, on voit vraiment que ça fonctionne plutôt très bien. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce qu'il y a des questions, Maya? Peut-être une, au bénéfice du temps qui passe. Oui. Existe-t-il d'autres formes juridiques de regroupement de professionnels de santé autres que la CISA? Si on peut revenir sur le... Non, on ne peut pas revenir peut-être. Si la slide d'avant, donc effectivement, j'ai précisé peut-être à un moment donné, on a plusieurs possibilités, je ne sais plus sur cette montage, mais on a également... non, c'est la slide encore d'avant. Voilà. Donc effectivement, je le précisais ici, vous pourrez le retrouver sur le document qui sera mis en ligne. C'est effectivement les CISA, les SCM, les SCP et les associations. Donc il y a différents types. Tout dépend du niveau de partenariat que les médecins veulent avoir les uns avec les autres. Merci beaucoup, et peut-être envoyer ou remettre sur le chat le lien avec le guide qui a été présenté à l'occasion de la première table ronde sur comment favoriser l'émergence des solutions en matière de santé, notamment des MSP et des centres de santé en s'appuyant sur l'économie mixte, qui a toute une partie qui détaille les différents montages possibles, et il est vraiment très précis. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Laurence qui avait participé avec son équipe à l'élaboration du guide, puisqu'il avait été conçu avec une dizaine de PL qui avaient été associés pour que justement ce soit un guide qui soit très opérationnel. Retour en Ile-de-France, Pierre-Charles de Coster, merci beaucoup de votre présence également cet après-midi avec nous. L'intérêt de la SEM-CODAM et de votre témoignage aujourd'hui, c'est de montrer que ça peut être aussi simple et très efficace de mobiliser les outils de l'économie mixte en fonction de, c'était dit, de leur ancrage territorial, de ce qu'ils sont, et de pouvoir les mobiliser au mieux pour trouver des solutions en matière de santé. Oui, mais bonjour. Je crois que mon témoignage il va venir conforter un certain nombre de choses qui ont été déjà dites. Donc, alors, je crois que ça doit fonctionner, si je comprends. Voilà. Donc quelques mots donc effectivement sur ce projet qui vient d'ouvrir ses portes tout récemment à Villeneuve-la-Garenne, et donc qui a été porté par cette SEM CODAM. Alors je vais peut-être d'abord vous présenter le territoire de Villeneuve-la-Garenne de façon assez rapide. Bon, tout le monde ne sait pas où est situé Villeneuve-la-Garenne, j'imagine. Moi, je ne savais pas où c'était avant de devenir le directeur de la SEM, donc En tout cas, le maire de Massy sait où c'est. Oui, mais peut-être parce que sa SEM, il travaille un peu aussi. Alors, c'est une commune du nord des Hauts-de-Seine, située à environ 5 km de Paris, qui est tout à côté du village olympique, puisque la commune est bordée par la Seine, et donc en face, c'est l'île Saint-Denis. Une commune qui de 25 000 habitants, un petit peu moins de 25 000 habitants, qui connaît d'ailleurs ces dernières années plutôt une forme de stabilité démographique, voire un léger déclin, mais qui néanmoins a des perspectives de développement importantes avec la libération d'un certain nombre de fonciers
compte tenu de la dépose de lignes à haute tension qui survolaient la commune et qui ont été déposées pour le village olympique, qui a été une belle opportunité pour ce dépôt. Un revenu annuel moyen de 18 240 €, là où le revenu moyen dans la moyenne du 92, c'est 28 810. Donc vous voyez, c'est une commune qui, par ses caractéristiques sociodémographiques, se rapproche beaucoup plus du département voisin de la Seine-Saint-Denis. Un taux de logements sociaux de 55% et près de 45% de la population qui habite dans un QPV. Donc on est dans un territoire, comme il en existe d'autres en Île-de-France, qui n'est pas forcément ultra attractif. Tout à l'heure, on nous disait bon, il faut bien vivre pour être en bonne santé pour attirer les médecins. Bon, c'est peut-être un peu sévère, mais néanmoins, je crois qu'effectivement, on a à faire face à une concurrence territoriale autour de nous en termes d'installation des médecins libéraux qui est assez forte. Et donc, il faut pouvoir présenter des atouts et réussir à séduire les médecins pour qu'ils viennent s'installer. Alors, quelques mots juste sur la SEM Codam, donc, qui a été créée dans les années 60. Donc, c'est une vieille société. C'est une SAIM à l'origine. Elle a été créée pour construire un grand ensemble dans lequel d'environ 1500 logements, qu'on appelle le quartier Jean Moulin, et dans lequel elle a conservé une partie des logements. Et donc aujourd'hui, c'est un petit propriétaire bailleur de 550 logements. Alors vous allez me dire, attention, loi Elan, ça ne marche pas, mais c'est des logements libres. Donc 550 logements, dont les 3/4 sont situés dans des immeubles en copropriété. Et puis la SEM est également propriétaire des commerces de ce quartier, comme on peut le voir là au pied de cette petite photo. Donc elle a des locaux, soit des pieds d'immeubles, soit des locaux, un petit centre commercial dont elle est restée propriétaire. Quelques mots sur l'offre de santé. Vous allez voir, je fais finalement je vais donner des chiffres précis sur un territoire donné, mais qui ressemble fortement à tout ce qui a pu être décrit déjà. Donc il y a eu un diagnostic local de santé qui a été mené, qui a conclu qu'il y avait un gros déficit de médecins et de professionnels de santé à Villeneuve. En effet, on a 5,4 médecins généralistes pour 10 000 habitants, là où la moyenne dans les Hauts-de-Seine est de 7,1. Et quand on regarde la petite carte de l'ARS qui est à côté, on se rend compte quand même que c'est quasiment l'ensemble du territoire francilien qui est un désert médical, plus ou moins, enfin bon, pas tout à fait, hein, je vois. Mais néanmoins, on se rend compte qu'en fait, qu'on est en tension un peu partout. Ici, en plus, on a 80% des médecins généralistes qui ont plus de 55 ans, versus 62% sur le reste des Hauts-de-Seine, ce qui veut dire qu'on a un territoire qui est exposé à un vrai risque, puisqu'il va y avoir des départs à la retraite nombreux dans les très prochaines années. Et puis, bon, le diagnostic le montre aussi, le déficit concerne également évidemment les médecins spécialistes, les infirmiers libéraux, les kinés, les chirurgiens dentistes, les orthophonistes, les sages-femmes, pédicures, podologues, bref, sur tous les métiers de la santé, on est vraiment dans cette situation un petit peu difficile. Donc ce territoire, il est classé aujourd'hui en zone d'intervention prioritaire plus, ce qui fait de lui un territoire en quelque sorte ultra prioritaire sur les questions d'installation des médecins. Alors, la municipalité ne l'a pas, c'est pas passé à côté de la municipalité qui, depuis plusieurs années, porte différents projets. Donc 3 projets de création de MSP et donc on a 2 projets différents qui sont l'un porté par plutôt un promoteur d'une zone commerciale, on va dire, un autre qui est porté par le lauréat d'une consultation IMGP, qui sont des projets qui sont peut-être un peu plus complexes à monter, notamment pour des questions d'équilibre des opérations. Et puis il y avait cette opportunité en fait qu'apportait la SEM Codam, qui déplaçait ses locaux dans un nouveau siège et donc venait libérer ses propres bureaux à l'intérieur de ce quartier Jean Moulin. Donc vous voyez, ce quartier, il est situé dans le centre-ville de la commune de Villeneuve-la-Garenne, bon, qui est une commune assez
assez compacte, on va dire, en termes pas très étendue en termes de territoire, hein, c'est 3,5 km², vous voyez, c'est une petite commune. Et donc nos locaux se trouvaient d'une certaine manière idéalement situés au milieu d'un quartier résidentiel dans lequel on constate aussi un vieillissement de la population. Des gens qui, pour beaucoup, se sont installés dans les années 60-70, donc sont maintenant plutôt arrivés à un âge plus avancé, on va dire, et donc ont d'autant plus besoin d'avoir une offre médicale à proximité, dans laquelle ils peuvent éventuellement se rendre à pied sans avoir à prendre de transport, etc., sans utiliser de voiture. Donc ça, c'était plutôt une chance. Le deuxième élément qui nous a facilité la vie, c'est que, enfin qui m'a facilité la vie à moi, je veux dire, c'est que la ville, au travers de son centre communal d'action sociale, avait engagé des discussions bien en amont avec les médecins. Et avec les médecins qui sont constitués au sein d'un pôle de santé universitaire, c'est-à-dire qui participent à la formation des internes, en accueillant régulièrement, et donc dans un dispositif qui est complètement structuré au plan juridique, on va dire, avec une CISA qui organise ce PSU, et puis on a aussi pu profiter de l'accompagnement de l'URPS dans la mise au point du projet. Alors davantage peut-être comme un facilitateur dans la relation avec les médecins, puisque c'est un projet qu'on avait déjà initié de notre côté, mais c'est vrai que pour nouer le lien de confiance, alors moi aussi je suis fils de 2 médecins, le maire de la commune également, donc, et la juriste qui m'a accompagné là-dessus également, donc on était assez nombreux à bien comprendre la psychologie des médecins, mais finalement des médecins d'une autre génération, celle de nos parents, qui ont jamais eu d'aide quand ils se sont installés, qui ont pour certains dû acheter leur patientèle, bref, et qui à aucun moment ne se voyaient offrir des solutions aussi simples pour intégrer des locaux. Et on voit bien que ce monde il a intégralement changé. Aujourd'hui, les médecins sont dans une situation où il y a une très forte pénurie de professionnels. Et donc, ils sont largement courtisés par les communes voisines. Et en fait, l'équipe avec laquelle on a commencé à travailler, elle a complètement changé entre le moment où on a commencé à travailler et aujourd'hui l'installation. Complètement pas tout à fait. On a gardé la tête, le président de la CISA, donc qui est un médecin qui partira bientôt à la retraite et qui est resté accroché à ce projet-là et qui vraiment nous a beaucoup aidé dans la possibilité de le sortir, enfin, et nous l'avons beaucoup aidé, c'était tout à fait réciproque, mais c'est aussi une équipe qui finalement s'est vue proposer d'autres locaux dans une commune voisine, l'équipe initiale, et ils ont répondu aux sirènes de ces locaux qui leur arrivaient peut-être plus rapidement, plus facilement. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'interpersonnel dans le montage. Et je témoignais qu'effectivement, ça me paraît très très difficile de monter un projet sans avoir déjà identifié les médecins à l'origine. Alors, dans le détail, c'est vrai que les locaux font 220 mètres carrés environ, et donc notre programme, c'est 7 cabinets. Alors, 7 cabinets, je veux dire, c'est pluridisciplinaire, donc c'est pas forcément 7 cabinets médicaux. Il y a des éléments communs, notamment un accueil, et c'est vrai que cette équipe médicale fonctionne avec aussi du secrétariat, mais ils ont organisé ça en société eux-mêmes. Et donc de la CISA, nous sommes passés à une société, à une SCM, j'y reviens je pense sur la slide d'après. Alors on avait une chance, c'est que les locaux étaient déjà propriété de la SEM, donc finalement c'était vraiment pas très coûteux en termes de projet. Vous voyez qu'on a eu seulement 180 000 € de travaux, y compris les honoraires de maîtrise d'œuvre. C'était des locaux qui étaient en bon état, qui avaient été refaits récemment par la SEM. Et donc on a pu, moyennant finalement un investissement très limité, installer cette équipe et proposer un loyer très modéré. Une des difficultés à laquelle nous avons été confrontés, c'est que pour aller chercher les aides auprès de l'ARS et auprès de la région, on aurait eu besoin d'avoir davantage de billes transmises par les médecins. Eux sont aidés, c'est bien une maison de santé pluridisciplinaire agréée par l'ARS, donc ils vont recevoir des aides. Mais la partie aide à l'investissement
il nous manquait des documents qu'on leur a réclamés à plusieurs reprises et puis qui ne sont jamais arrivés. Et puis comme on souhaitait quand même que ça sorte et que vous voyez que l'investissement n'était pas énorme et que si on fait un calcul assez rapide de rentabilité, on n'avait pas forcément besoin de ces aides. Donc on a laissé l'argent public pour d'autres, pour l'ARS. C'est très vertueux. Voilà, alors le montage juridique, il est d'une simplicité enfantine. L'ASEM étant propriétaire des locaux, elle a réalisé les travaux en tant que maître d'ouvrage. Je viens juste de le dire, on a pu envisager le financement des travaux sans financement extérieur. Simplement, moi, la seule chose que j'ai souhaité, c'est qu'on ait quand même une promesse de bail qui soit signée avec la CISA avant de démarrer les travaux, pour être sécurisé quand même, parce qu'on avait vu disparaître une première équipe médicale, donc je voulais pas me lancer sans avoir la certitude qu'il y aurait quelqu'un à l'arrivée. Donc on a signé avec cette CISA, on s'est fait confiance aussi avec la CISA, et puis le bail a pu être réitéré lors de la livraison des locaux avec la SCM qui a été créée par l'équipe médicale qui est en place. Et c'est un bail commercial qui a été mis en place. Bon, ce qui n'est pas forcément fréquent, ça peut être un bail professionnel, mais là les médecins ont accepté l'idée que ce soit un bail commercial. Moi, je trouve que ça offre une sécurité d'un côté comme de l'autre. Une sécurité pour eux parce qu'ils ont la propriété commerciale des locaux, donc on ne pourra pas les mettre dehors. Il leur arrivera pas la même mésaventure que le cabinet médical qui se faisait sortir par son bailleur. Encore que, bon, on peut toujours donner un congé, mais je veux dire, voilà, on est quand même dans un dispositif qui leur donne des garanties de leur côté. Et pour nous, ça nous a permis aussi, en mettant en bail d'une durée de 10 ans, de faire en sorte qu'on ait une durée ferme sur la durée de notre amortissement de travaux. Dernière diapo pour vous donner quelques éléments de calendrier du projet et puis peut-être juste quand même vous dire, répondre aussi sur un point qui a été soulevé tout à l'heure, la mixité entre le statut de salarié et le statut et l'exercice libéral. Dans notre maison de santé, en fait, on a des médecins qui sont en exercice libéral, qui sont organisés en société, et puis les autres professions, puisque c'est pluridisciplinaire, donc il y a d'autres professions médicales, enfin de santé, on va dire. On a une infirmière azalée, donc c'est un dispositif qui sert à accompagner les patients qui ont des traitements de longue durée pour les aider dans la prise de leur traitement, donc qui elle est salariée par l'association Azalée. Et puis on a un psychologue aussi qui fonctionne dans un dispositif dont j'ai oublié le nom, mais qui est en lien avec les médecins, qui peuvent orienter des patients pour des consultations gratuites. Et là, lui, il est salarié par leur structure avec une aide de l'ARS. Donc en termes de calendrier, vous l'avez sous les yeux, 2001, ouverture des discussions avec le PSU, vous voyez ouverture en juin 2023 de la maison de santé pluridisciplinaire. Ce qui nous a pris quand même pas mal de temps, c'est la mise au point du projet et la mise au point des accords. Ensuite, la question des travaux, ça a été l'affaire de quelques mois, 4-6 mois en fait. C'était toujours plus long que ce qu'on souhaiterait. Mais on était dans les délais et voilà, ils ont ouvert la semaine dernière. Bravo beaucoup. Enfin, beaucoup. Bravo. Enfin, vraiment, moins de 2 ans. Alors c'est vrai que ça tient à la particularité, hein, le fait que vous étiez propriétaire, mais quand même, moins de 2 ans pour sortir un projet ambitieux avec cette cabinet, c'est une réussite. Alors, 15h36, je n'ai même pas le bénéfice du temps pour prendre une question. Je vous propose qu'on rentre dans la séquence conclusive. Je pense que Siamak Agababey doit être avec nous à distance. Super. Donc merci à chacune et à chacun d'entre vous pour vos témoignages et je vous propose que on conclue cette initiative de cet après-midi avec le témoignage de Siamak Agababey qui est donc Premier maire adjoint de la ville de Strasbourg, vice-président de l'Eurométropole, qui est aussi vice-président de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Donc c'est aussi avec cette casquette qu'il est avec nous pour conclure la journée. Et il se trouve que Siamak Agababey est aussi médecin urgentiste. Donc, 4 bonnes raisons d'être avec nous pour la fin de ce débat. Donc, un grand merci de votre disponibilité, même à distance, pour conclure cette initiative.
Peut-être quelques questions, et notamment la première, en quoi pour vous la problématique des déserts médicaux est centrale pour les collectivités, et surtout en quoi l'économie mixte permet d'apporter des solutions? Bonjour à toutes et tous. Merci à la Banque des Territoires d'avoir organisé cette rencontre. Et encore pardon de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Je souhaite juste tout d'abord me féliciter de la qualité de partenariat qui existe entre la Banque des Territoires et la Fédération des EPL, comme entre la Banque des Territoires et les collectivités en termes de pas simplement de financement, mais de travail en commun sur le partage des solutions concrètes sur le territoire. Alors, d'abord, les déserts médicaux aujourd'hui, c'est une problématique de premier plan et qui a plusieurs raisons. Il y a une raison sur laquelle on a du mal aujourd'hui à intervenir au niveau des collectivités et à un niveau local, c'est le manque de professionnels de professionnels de santé, notamment des médecins. On dit que dans les 10 prochaines années, on va avoir beaucoup de difficultés avec le départ en retraite d'une partie des professionnels et le fait que le numerus clausus qui a évolué va mettre du temps à nous fournir des médecins sur les territoires. Donc il y a une partie sur laquelle on va avoir peu la main. Du coup, la seconde partie sur laquelle on peut avoir la main, c'est comment organiser un cadre de travail décent, un cadre de travail confortable, un cadre de travail agréable pour les professionnels de santé. Et là, je pense que l'économie mixte a beaucoup de solutions à apporter en lien avec les collectivités. Elles sont d'abord de plusieurs ordres, mais d'abord peut-être de nature immobilière. C'est-à-dire que pour pouvoir s'installer, il faut pouvoir disposer de locaux dont les loyers sont des loyers abordables, qui parfois permettent d'aller dans des quartiers prioritaires ou parfois d'aller dans des communes qui sont les plus éloignées. Et pour ça, il faut qu'il y ait un travail sur le loyer de sortie des locaux, sur des surfaces qui puissent être adaptées, où de plus en plus, on va avoir besoin d'être dans une pluridisciplinarité qui va amener dans un continuum de soins qui va de la ville et de la commune jusqu'à l'hôpital, de pouvoir organiser au plus près des soins de proximité. Et donc cette problématique de cadre de travail, de locaux qui sont adaptés et de surfaces adaptées, dans un moment où en France émerge aussi une problématique qui est la problématique de prévention. De plus en plus, on a une population qui est de plus en plus âgée, avec plus de maladies chroniques, et où la notion de prévention et d'éducation à la santé compte. Et ça veut dire que demain, ces locaux à destination des professionnels de santé doivent aussi comprendre des espaces qui sont des espaces dédiés à l'éducation à la santé, qui sont des espaces dédiés à la prévention et des espaces de formation pour d'autres professionnels de santé. Et donc, ça veut dire qu'il y a du modèle classique du cabinet médical tel qu'on le connaissait, il va falloir muter vers des espaces qui sont partagés avec des fonctions qui sont des fonctions multiples. Or, cela, ça nécessite des investissements qui sont des investissements importants. Et généralement, l'investissement est lié derrière avec un loyer de sortie. Et on sait bien que si le loyer de sortie il est prohibitif, on va avoir aussi du mal à attirer un certain nombre de professionnels médicaux qui, pour la plupart, dans ces espaces-là, vont travailler sur un modèle libéral. Et donc, il faut que le loyer de sortie puisse être adapté aux revenus. Une solution peut exister, et notamment venant de l'économie mixte. Nous l'avons expérimenté sur le territoire de la ville de Strasbourg et le métropole de Strasbourg avec une société d'économie mixte qui est spécialisée dans des locaux d'activité. C'est la société Locusem. Et la Locusem, en lien avec un bailleur social qui est aussi une société d'économie mixte d'habitation moderne, a finalement réalisé et mis à disposition des professionnels de santé un espace pluridisciplinaire pour une maison urbaine de santé dont la ville de Strasbourg souhaite se doter dans chacun de ces grands quartiers, avoir une maison urbaine de santé à destination des habitants. Finalement, on renoue sous une forme différente avec ce qu'ont pu être par le passé les dispensaires, mais dans une forme modernisée avec une proposition de médecine de proximité. Il faut aussi dire que là aussi, les collectivités ont aussi leur rôle à jouer.
Tout comme sur le logement social, pendant des années, les collectivités aujourd'hui ont permis au logement social de se développer en faisant parfois des décotes sur le prix du foncier. Je pense qu'il faut inciter aussi l'ensemble des collectivités aujourd'hui pour faire sortir ce type de solutions innovantes à pratiquer une décote foncière, puisque ce sont des projets qui participent à un intérêt général commun et bien compris de l'ensemble de la population, à pratiquer des décotes foncières qui permettront aux EPL de mener les opérations immobilières, mais avoir des loyers de sortie qui sont des loyers de sortie abordables. Merci beaucoup. Donc la nécessaire implication des collectivités locales et donc de leurs outils. Les EPL comme apporteurs de solutions sur l'ensemble des territoires, QPV, territoires tendus, plus détendus comme on a pu le voir dans le Limousin, mais peut-être que l'économie mixte là apporte des solutions sur les problématiques de maisons de santé pluriprofessionnelles et la lutte contre les déserts médicaux, mais plus largement, quelle est votre vision du rôle de l'économie mixte en matière de santé ? D'abord, je pense que moi, je place l'économie mixte comme une extension finalement du domaine de l'intérêt général et quelque part comme une extension du service public avec une forme particulière qui permet d'apporter la solution d'intérêt général là où l'économie de marché organisée sur le mode concurrentiel est en incapacité de le faire. Et donc, c'est en cela que j'appelle ça une extension du domaine de l'intérêt général. Et donc, c'est vraiment un outil au service aujourd'hui des collectivités. J'aimerais le dire aussi au service de l'État. Et il serait bon peut-être aussi que l'État puisse considérer l'économie mixte comme pas la solution, mais probablement une partie de la solution aux défis que sont les défis des Français. Alors pour moi, dans les domaines sur lesquels on peut intervenir, c'est d'abord le domaine de l'investissement. On sait bien que les infrastructures de santé ont des besoins d'investissement très importants dans les prochaines années, que ce soit dans la construction de bâtiments qui sont adaptés, mais aussi dans la rénovation thermique. On le voit notamment dans les hôpitaux et les centres hospitaliers qui ont aujourd'hui des besoins d'investissement, qui ont une dette qui est une dette importante, même si une partie a été effacée par l'État. Et on voit bien la difficulté dans laquelle sont plongés aujourd'hui l'ensemble des hôpitaux publics. Et je pense que nous pouvons, au sein de la famille de l'économie mixte aujourd'hui, jouer un rôle important pour continuer à investir, puisque en matière de santé, les besoins d'investissement vont être importants les prochaines années. Ça peut être l'investissement bâtimentaire, ça peut aussi être de l'investissement dans des solutions techniques qui sont innovantes, notamment en lien avec un certain nombre d'innovations techniques qui viennent du monde de l'entreprise, et où l'économie mixte peut jouer le rôle d'intermédiaire. Et puis, il y a un côté qui fait le lien peut-être avec la question d'éventuelle SPL hospitalière, on peut en parler, c'est la mutualisation d'un certain nombre de services. Un établissement hospitalier est un grand établissement qui a besoin de services support. Est-ce que demain, ces services support, à l'échelle d'un territoire, peuvent se mutualiser avec les services support, par exemple, d'une collectivité, et cela médié par un outil de l'économie mixte? C'est une question, à mon avis, qui est devant nous. Et en tout cas, c'est une solution qui peut être une solution innovante. Et c'est une proposition, je crois, qui est portée par la Fédération des EPL, et de pouvoir élargir, comme ça a été fait pour les universités, la gamme des entreprises publiques locales pour répondre à cette problématique et faire le lien avec le milieu hospitalier. Peut-être un mot d'actualité sur où en est votre proposition, où en est la proposition de la Fédération des EPL sur ce projet de SPL universitaire? Oui, d'abord, c'est un travail en commun qui est aujourd'hui mené avec un groupe de travail dédié au sein de la fédération qui a procédé à un certain nombre d'auditions aujourd'hui parmi l'ensemble des fédérations, que ce soit la Fédération hospitalière de France, la Fédération des directrices et des directeurs d'hôpitaux ou un certain nombre d'autres regroupements, et puis au niveau ministériel. Nous, notre objectif, c'est de dire le fait de pouvoir permettre de créer un outil commun aux collectivités et aux établissements publics de santé, à travers notamment une SPL hospitalière, peut d'une part permettre de porter les investissements futurs des établissements hospitaliers, et là les besoins sont importants. Par contre, la capacité aujourd'hui des établissements de santé à les porter seuls aujourd'hui est questionnable au vu de leur dette et au vu de la nécessité de réduire cette dette. Et puis de l'autre côté, cette question des services qui a été évoquée avec l'audition d'un certain nombre de centres hospitaliers
Prenons l'exemple des blanchisseries, prenons l'exemple des marchés de nettoyage, prenons l'exemple des marchés de gardiennage. Ce sont des problématiques que un certain nombre d'institutions publiques partagent au sein d'un même territoire. Or, demain, la possibilité d'avoir un outil qui peut permettre de mutualiser et de rendre ces services possibles sans forcément toujours les sous-traiter au privé, là où la sous-traitance, au départ, peut présenter un gain financier. Quand on interroge un certain nombre de directeurs ou directrices d'hôpitaux, nous disent oui, au départ, quand j'ai externalisé le nettoyage, j'ai eu un gain, mais aujourd'hui, ce gain-là, je ne le vois pas et les augmentations de prix sont répercutées. Donc, ça permet d'avoir une offre de service qui est plus régulière dans le temps en termes de coûts, en termes de qualité de service. Pour le coup, parce que ça en fait une organisation de travail et une organisation du suivi de qualité de travail qui est intéressante. Et puis enfin, c'est tout de même, et là on rejoint notre notion d'intérêt général, c'est aussi la qualité de l'emploi qui peut aussi être préservée au sein de ces structures. En tout cas, c'est un sujet pour l'instant qui est travaillé. Le gouvernement, pour le moment, ne semble pas forcément très ouvert, mais le travail continue et nous continuons notre travail de conviction auprès de l'ensemble des acteurs, notamment la FHF, mais aussi auprès des parlementaires et du gouvernement. En tous les cas, des perspectives très intéressantes pour l'économie mixte. Et peut-être une dernière question sur les prochains temps forts de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Alors, le prochain temps fort, c'est les rencontres nationales de la Fédération des EPL, le 6 juillet prochain, avec une séquence consacrée à l'Assemblée générale à Paris. Arriveront ensuite le congrès de la Fédération à Cannes, c'est un peu plus loin, du 12 au 14 décembre. Et puis, je crois un peu avant, on aura de nouveau un rendez-vous du Hub des territoires, en lien avec la Banque des territoires et la Fédé des EPL, pour poursuivre ce travail au mois de novembre prochain, je crois, sur économie mixte et santé, pour pouvoir poursuivre notre regard sur le panoramique, sur l'intervention des EPL dans la santé. Merci beaucoup. Effectivement, on prend rendez-vous le 21 novembre prochain au Hub des territoires. Et avant, le 6 juillet, c'est bien noté pour l'Assemblée générale de la Fédération des EPL et le rendez-vous annuel incontournable pour les convaincus de l'économie mixte, qui est le temps du congrès des EPL qui a lieu à Cannes cette année. Donc, à très bientôt à ces différentes occasions. Un grand merci pour tous ceux qui ont préparé ce temps d'échange cet après-midi, à l'ensemble de nos intervenants qui sont restés fidèlement présents jusqu'à la fin, en présentiel ou en distanciel. Nous vous donnons rendez-vous donc au Hub des territoires le 21 novembre prochain, mais sans attendre, et je vois que l'image a disparu, mais il y a un rendez-vous en septembre, le prochain rendez-vous du Réseau national des foncières de redynamisation que nous pilotons en partenariat avec la Fédération des EPL, où du coup on pourra revenir sur ces problématiques de comment on peut intervenir pour renforcer l'attractivité des centralités, et nous ferons un focus le 26 septembre prochain sur les CRAC, sur la manière dont au-delà des portages en opération propre qu'on évoque régulièrement dans le cadre des foncières de redynamisation, faire un pas de côté et montrer l'articulation qu'il y a avec ces opérations d'aménagement particulières qui permettent d'intervenir sur l'attractivité commerciale. Un grand merci de nouveau et bonne fin de journée. Très bientôt, un bel été d'ici là. Au revoir. Merci beaucoup.